Vingegaard. Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la grande présentation de ce Paris-Roubaix 2024, hommes et femmes. Avec les femmes, on sera tout à l'heure avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Vous en avez l'habitude, on parlera notamment de la succession de la surprise Alison Jackson l'année dernière, avec une info de dernière minute. Faudra suivre la suite de ce podcast. Pour parler de la course homme, vous en avez l'habitude, l'inamovible, mon compagnon de toujours dans Vélo Podcast, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, ça y est, toi, c'est le grand moment de l'année qui arrive pour toi, le gamin de Canfin en PVL. La semaine sainte commence. non, effectivement, puis là c'est le début. Ça ressemble à quoi une semaine sainte pour un enfant de Paris-Roubaix ? Ah il y a Tour des Flandres déjà quand même à aller voir la semaine avant, puis après Paris-Roubaix, puis après c'est surtout essayer d'observer les équipes qui viennent en reconnaissance, souvent le jeudi ou le vendredi, plus souvent le jeudi, et puis après maintenant qu'il y a Paris-Roubaix féminin le samedi, on a de quoi s'occuper le samedi après-midi à la veille, et puis hop, dimanche midi barbecue, et dimanche après-midi Paris-Roubaix. Bon petit programme, tu en as vu déjà passer des coureurs près de chez toi? Pas ce matin. Alors faut dire que le temps il est un peu compliqué, il y a eu beaucoup de pluie, les pavés sont extrêmement mouillés, là je suis passer rapidement, je pense me balader dans les prochains jours et prochaines heures là-bas, très boueux aussi, donc je suis curieux de voir. Après ils annoncent un grand soleil vendredi, samedi, donc on va voir si ça va avoir le temps de sécher. On enregistre ce jeudi, voilà, ouais, exactement, jeudi. Donc je suis curieux de savoir comment ça va se passer, mais ouais, ça promet un Paris-Roubaix assez étrange, je pense, parce qu'il fera chaud entre guillemets, beaucoup de vent, mais en même temps ce sera un pavé humide, on dira, donc ça va être assez important, je pense. Ouais, donc faudra faire attention notamment à l'adhérence dans ce Paris-Roubaix. Question que je poserai à Julien tout à l'heure, mais je te la pose tout de suite. Tour des Flandres ou Paris-Roubaix ? Je sais ce que tu vas me répondre. Mais oui, Paris-Roubaix. Alors après, encore plus pour avoir vu le Tour des Flandres encore cette semaine. Paris-Roubaix pour plein de choses. Après, évidemment, moi, j'ai grandi à côté. J'ai vu que le Paris-Roubaix pendant très longtemps, donc c'est aussi facile pour moi. En termes de prestige, moi, j'ai aussi l'impression que Paris-Roubaix aussi, c'est quand même quelque chose d'important. Je pense que tu vas citer certainement un coureur très connu et très important côté belge qui a dit que lui, en gros, sa course préférée était Paris-Roubaix par rapport au Tour des Flandres. Mais je rejoins assez ça dans Gilbert, exactement. Ouais, exactement. Donc dans l'histoire, je suis assez d'accord. Pour moi, Paris-Roubaix a une autre signification. Et l'avantage de Paris-Roubaix par rapport au Tour des Flandres, c'est ce que je disais dans le débrief du Tour des Flandres, c'est que le Tour des Flandres, on va dire, vu la course comment elle est faite, un favori a moins de chances de se planter. Tu vois ce que je veux dire ? À moins d'une chute évidemment, mais alors que Paris-Roubaix, t'as ce côté où tout le monde peut gagner. Même si tu as toujours des favoris, mais tu peux avoir une surprise beaucoup plus facilement qu'au Tour des Flandres. Je trouve que Qu'est-ce qui fait la différence ? Le fait qu'il y ait des monts plus, et que Paris-Roubaix ce soit beaucoup plus plat ? Je pense que c'est ça, c'est les monts pavés. C'est pas le même style de coureur qu'il faut. Et puis Paris-Roubaix, c'est une course à l'ancienne, à l'usure en fait, encore plus que le Tour des Flandres, parce que t'as pas ces monts, t'as ce côté sur une échappée qui peut aller au bout techniquement. C'est qui d'ailleurs souvent l'échappée, tu peux facile faire un top 10-15 si t'as les jambes. Donc il y a ce côté un peu imprévisible. On l'a vu chez les femmes l'année dernière, l'échappée est allée au bout. On l'a vu dans le passé, Mathieu Heyman 2016. Mais même d'autres coureurs, on peut citer des coureurs qui étaient dans l'échappée et qui ont bien tenu longtemps. Tu sais, je me rappelle, je crois que c'est l'année où Sagan gagne, je crois que c'est Sylvain Dillier qui fait deuxième et qui le suit très longtemps. Tu vois, par exemple, alors évidemment, le coureur qui est dans l'échappée ne gagne pas tout le temps, mais t'as des coureurs qui se révèlent et c'est un peu la course de leur vie, tu vois. D'un coup, tu sais pas pourquoi, quelqu'un qu'on connaît, un équipier, il se transforme en un peu leader de l'équipe et on sait pas, il peut y avoir cette surprise-là et cette magie-là, je la retrouve pas dans le Tour des Flandres. Même s'il y a eu des surprises au Tour des Flandre. Je pense qu'à l'époque, c'était Alberto Bettiol, si je me trompe pas. Il n'était pas forcément hyper attendu. C'est peut-être la dernière 2019. Surprise qui me revient en tête, comme ça. En tout cas, c'est récente. Mais voilà, sinon, quand tu regardes les palmarès et même les top 10, en général, t'as peu de surprises. Donc, c'est ça aussi qui, je trouve, fait le sel. Et encore, je dis ça, mais peut-être que cette année, le Tour des Flandres, c'est peut-être là où on a le plus de surprises ces dernières années. Dans le top 10, je parle. Dans le top 10 du Tour des Flandres, exactement. D'ailleurs, par rapport à Paris-Roubaix, est-ce qu'on peut dire aussi que les conditions météo peuvent favoriser aussi ces surprises-là ? Moi, je pense sincèrement que cette année, avec les conditions météo annoncées, on peut avoir vraiment une course de mouvement et un coup qui part de loin qui peut aller justement très loin et des coureurs de l'échappée qui peuvent largement terminer dans le top 10.
Oui, mais comme tous les ans, il y a toujours ce côté-là, mais il y a des conditions particulières cette année parce qu'il y a le vent, a priori le vent favorable à une échappée en plus, donc ça joue. Le Tu as pavé raison. ne devrait pas être si mouillé que ça. En tout cas, il Je va pense faire que chaud. si. Non, mais je sais pas si. Alors, va falloir voir, mais en 2 jours, je suis pas sûr que ça sèche. Hein. Vraiment, vu l'état des pavés, il y a des pavés. Samedi, ils même... annoncent une belle chaleur quand même. Hein. Ouais, 20 degrés, 25 degrés, mais tu sais, c'est pas parce que je me rappelle d'une année, mais alors, faut trouver la date, mais il y a une année où il fait très chaud sur Paris-Roubaix et le pavé, tu sais, t'as une couche sèche au-dessus et en dessous, c'est encore très humide comme de la boue, c'est la boue qui a séché juste au-dessus. Et en fait, c'est quand tu roules dessus, même dans les bas-côtés. passages, et bah, les bas-côtés, c'est pire parce qu'en fait, les bas-côtés, c'est un peu, tu roules dessus. Moi, de toute façon, les pavés, c'est toujours pareil. Au plus vite que tu vas, mieux vaut aller au milieu du pavé et puis voilà, tu roules là, t'as moins de risques. Mais, non, moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas 2018 ou 2019 sur une victoire de Sagan ou de Gilbert? Bah, j'ai un doute, je crois que c'est ça. J'arrive plus à voir le vainqueur. Souvent, je me repère par rapport à ça, mais j'ai plus la date. Là, je suis désolé. Mais en tout cas, ça doit être Van Avermaet, Sagan ou Gilbert 2017, 2018 ou 2019. En tout cas, pour te dire, je te rejoins assez sur le côté. Les conditions sont réunies pour que l'échappée fasse une très belle performance. Et puis aussi, ce qui va jouer également, c'est pour moi tout ce côté du pavé. Le pavé est différent de Tour des Flandres. Je te disais, quand tu vois sur place, tu vois que le pavé flandrien est beaucoup plus propre. Alors que le pavé du Nord, alors il y a des coins qui sont refaits, souvent par des écoles d'ailleurs, mais là tu le vois bien, il y a entre la boue qu'il y a, les pavés parfois les crevaisons que tu vas avoir, les chutes qu'il risque d'y avoir, tu vas arriver vite. Non, moi je pense que. Mais la légende de Roubaix, c'est justement d'avoir un pavé plus brut en fait, un peu plus abîmé, qu'on s'y fasse plus mal quand on est dessus. C'est ce qui fait la légende de Paris-Roubaix, et je crois aussi que ASO qui organise Paris-Roubaix entretient cette légende là aussi. Oui, c'est vrai. Bon, enfin entretien, on pourra y revenir après sur le parcours par rapport à ce qu'ils font sur la trouée d'Arambert, mais alors je suis pas sûr que ce soit forcément ASO parce qu'il y a aussi le coût de l'entretien qui doit être important. Moi, je pense au Carrefour de l'Arbre. Évidemment, le pavé, ça fait des années. Moi, depuis que je l'ai connu, il a peu changé. Je me rappelle pas trop de travaux, mais tu vois, c'est des pavés très durs. En plus, quand t'arrives après quasiment plus de 200 bornes de course, je peux comprendre que tu chutes derrière, hein, parce que quand t'as ça, c'est compliqué. On se rappelle l'an passé de Gelgolp, même si c'est pas le pavé qui fait chuter, on va dire, c'est plutôt une petite poussette, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, je trouve que il y a ce côté légendaire. On va en parler maintenant de la trouée d'Arambert, parce que c'est vrai que c'est un monument, un mythe de ce monument, justement, le Paris-Roubaix. Et donc, la course commence là. On peut dire, c'est vrai que la course commence souvent ici. Et donc, au lieu d'avoir des gars qui arrivent à 50 km/h à l'entrée de la trouée d'Arambert, 50 et encore je suis gentil parfois, 60, on va avoir une chicane avant l'entrée de la trouée, une chicane où on aura un droite-gauche hyper serré. Et ensuite, on arrivera à vitesse réduite quand même à l'entrée de la trouée d'Arambert par rapport à d'habitude, ce qui nous a valu notamment la réaction de Mathieu Van Der Poel, qui a dit quoi ? C'est quoi cette blague ? C'est un peu ça, il me semble. It's a joke. C'est une blague. Voilà. Is it a joke ? Voilà. Ouais. T'en penses quoi, toi ? Alors, je suis assez perplexe. Il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. La première chose, évidemment, en sécurité des coureurs, quand tu es sur un Paris-Roubaix, c'est délicat à gérer parce que on parle de pavés, des coureurs qui sont professionnels, qui arrivent lancés, tu l'as dit, 50 km/h, parfois un peu plus. Enfin, tu sais, voilà, il y a parfois des pavés, c'est un peu plus, même si c'est plutôt rare sur Paris-Roubaix, mais je veux dire, c'est souvent, voilà, ça peut être faux plat descendant. Ça, je peux entendre que c'est risqué. Quand il pleut, il y a déjà eu des morts sur Paris-Roubaix, malheureusement. Donc oui, c'est une course à risque. Ça, j'entends très bien. Là où je comprends moins, c'est que ASO qui nous vend toute l'année Paris-Roubaix via souvent la trouée d'Arambert, qui via les images, via les photos, vend cette course, ce passage-là. La chicane, elle sert à quoi en fait ? Enfin, moi, j'ai vu la chicane. Le problème, c'est qu'elle sera aussi longue que ça, plus longue, je sais pas encore. On va voir vraiment en course. Elle apporte quoi de plus ? Dans ce cas-là, fais un rétrécissement. Enfin, je sais pas, ou alors fais quelque chose, fais les ralentir, je sais pas par quel moyen, mais je veux dire, sinon tu l'enlèves. Je veux dire, à quoi sert cette chicane ? Pour moi, elle est déjà hyper dangereuse. La relance sur la trouée d'Arambert, je vois pas ce que ça va changer vraiment. Enfin, en fait, je comprends pas. Et je trouve que c'est un faux débat de la part de ASO. Je dis pas que c'est plus dangereux la chicane que quand t'arrives lancé, évidemment, parce que je pense que les deux sont tout aussi dangereux pour le coup. Mais voilà, moi je comprends pas l'intérêt en fait. C'est que t'as vendu ta trouée pendant des années en images, encore même cette année, pour après, une semaine avant, dire oh là, on va mettre une chicane parce que c'est santé des coureurs, enfin sécurité des coureurs.
il y a d'autres choses à faire pour la sécurité des coureurs dans ce cas-là. Enfin, pourquoi ça? Qu'est-ce qui a demandé ça? A priori, on parle que c'est des coureurs. Moi, je sais bien. On parlerait du syndicat des coureurs. Bah ouais. Alors, qui est de plus en plus puissant. Alors, je dis pas, mais alors Adam Hansen, il s'occupe de Paris-Roubaix. Je veux dire, dans le sens où très bien, il a raison. C'est un débat qui peut avoir lieu. Dans ce cas-là, soit on fait quoi? On supprime les pavés? C'est quoi la prochaine étape? Enfin, je comprends pas trop. Pour moi, ce qui est surprenant, ce qui pour moi surprenant, c'est de la prendre à 4 jours de Paris-Roubaix. 4-5 jours de Paris. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Oh non, mais c'est un peu fait comme ça dans la précipitation. Et là où je comprends pas trop, c'est que c'est un peu de la mauvaise foi. Adam Hansen, moi je veux bien qu'il s'occupe de Paris-Roubaix, mais discute l'hiver, trouve des solutions pour les prochaines années. Je sais pas, change le parcours, peut-être avec un virage en amont à 500 mètres avant, enfin tu vois, quelque chose comme de plus logique, même si c'est délicat vu le secteur. Ouais, peut-être aussi, je sais pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, il s'occupe de Paris-Roubaix comme ça, alors que oui, Troué d'Arambert, il y a déjà eu des gros accidents, mais plus trop ces dernières années en plus. Donc c'est ça aussi, je comprends pas trop le débat maintenant. Et on voit le Tour du Pays Basque en ce moment. Eux, ils ont jamais rien. Eux, c'est tranquille. Eux, ils font des virages sur des sprints à 200 mètres du sprint, mais par contre, eux, ils peuvent continuer tous les ans. Moi, je veux bien, mais dans ce cas, il y a 2 poids 2 mesures aussi. Depuis des années, Pays Basque, c'est super dangereux. Il y a des chutes tous les jours. Mais on va aller à Paris-Roubaix, là où entre guillemets, on sait que la course est à risque. Alors, c'est un autre débat. Est-ce que les pavés, tu les maintiens, etc. Quand il pleut, c'est un autre risque. Enfin, il y a plein d'arguments que je peux entendre, mais le fait 4 jours avant Paris-Roubaix, pour le Tour des Flandres, avec notamment le Koppenberg. Est-ce qu'il faut passer le Koppenberg quand il pleut? On a eu ce débat-là. En tout cas, ce débat a été posé par certains. Mais pareil, c'était à travers la Flandre. Est-ce qu'on passe sur le passage où Wout van Aert est tombé? A priori, tu sais, c'était apparemment risqué. Les coureurs en ont parlé, mais on l'a pas bloqué. Van Aert est tombé. Ah bah ouais, ok, super. Mais en revanche, Paris-Roubaix, on va mettre une chicane que je trouve déjà. En fait, ce que je veux dire, c'est que par là, c'est pas être contre le côté sécuritaire des coureurs. Non, mais là après, ils vont arriver à fond dans la chicane. Voilà, c'est 4 jours avant. Et pour moi, la solution est pas la bonne, en fait. C'est que si tu me trouves une solution qui est parfaite et tu dis, ok, c'est hyper sécuritaire, bah écoute, oui, si c'est l'objectif maintenant, qu'il faut faire attention à la sécurité beaucoup plus qu'avant, ça peut être une tendance et c'est normal, il faut faire avec son temps, on peut pas garder des choses d'il y a 100 ans, évidemment on roule plus pareil, on a plus les mêmes vélos, c'est différent, mais purée, la solution, 4 jours avant, nous proposer ça, et puis alors après, moi, pourtant on l'a reçu, Pascal Chanteur, qui communique aujourd'hui en disant ça va passer comme une lettre à la poste, ouais, bah alors, c'est pas le bon postier qu'on a, parce que là, pour le coup, moi je suis curieux de savoir, alors, et le truc après, c'est que c'est toujours pareil, vu l'annonce qu'il va y avoir, moi je pense que tous les coureurs vont faire hyper attention, parce qu'en plus, évidemment, vu comment c'est médiatisé, ils vont le voir aussi aux reconnaissances. Mais moi, je pense que la Trouée d'Arambert, tu vas perdre un peu un charme. Écoute, ça arrive loin de l'arrivée. Mais bon, ASO. Tu penses que cette chicane, elle peut sauter d'ici dimanche? Je crois pas. Non, là, je crois que c'est trop engagé. Non, je pense que c'est trop engagé. Là, d'ici dimanche. Le fait que Van Der Poel réagisse comme ça, notamment. Oui, mais les coureurs ont rarement fait la différence. C'est vraiment la majorité. En fait, la seule différence qu'il y aurait, pour moi, c'est si vraiment la majorité de coureurs se plaignent auprès d'Adam Hansen, ou en tout cas même de l'organisation, disant que c'est plus dangereux que la trouée t'arrive lancée de base, quoi. Pour moi, c'est juste ça. Si la reconnaissance, les coureurs commencent à dire attention, en plus pour peu, alors il va pas pleuvoir, donc ça c'est une chance pour eux, parce que tu vois, c'est ça aussi, un virage quand il pleut, arriver lancé, son petit virage, tu relances, après tu vas dans la trouée, enfin ouais, bon courage, quoi. Là a priori. Et surtout que tu peux avoir des prises de risque pour entamer la chicane pour pas être mal placé derrière. Ah bah ça, moi je suis curieux de savoir ça. Effectivement, le peloton quand il va arriver lancé, parce qu'on sait très bien qu'au niveau de la trouée, ils arrivent souvent lancés, c'est rare qu'il y a alors il y a toujours une échappée, mais il y a moins de petits groupes derrière. Mais oui, je suis curieux de savoir. Moi, je suis assez perplexe et je trouve que Adam Hansen qui est très bon, moi il n'y a pas de souci sur tout ce qu'il fait, je vois qu'il discute beaucoup avec ASO pour le Tour de France, etc. Son 2 poids 2 mesures quand je vois le Tour du Pays Basque en ce moment, merci beaucoup. Et puis je sais très bien que le Tour du Pays Basque, c'est pas pour faire une fixette là-dessus, mais quand je vois ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé les années précédentes, c'est facile de taper sur les grandes courses pour se faire connaître, mais quand on tape, il faut aussi voir toutes les courses derrière qui sont beaucoup plus dangereuses, un peu moins connues, j'ai envie de dire. Voilà, je dis pas de nous laisser tranquille avec Paris-Roubaix, mais voilà, c'est non mais tranquille. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est facile de taper sur les gros pour après avoir un relais médiatique et dire voilà, regardez ce que j'ai fait moi, monsieur, tu vois. Non, moi ce que je veux, c'est que si tu fais ça à Paris-Roubaix, tu fais ça partout. Et quand je regarde les courses du Tour du Pays Basque, je suis quasi sûr là que c'est pas fait partout. Cette logique en tout cas. Je te comprends. On en parlera tout à l'heure du Pays Basque notamment parce qu'il y a eu la chute. Alors on enregistre ce jeudi, on a eu la chute hier de Primoz Roglic qui était maillot jaune qui est toujours maillot jaune avec Juan Ayuso aussi qui est tombé. On en parlera tout à l'heure. Bon. FP, on vient de parler du parcours, il y a quand même beaucoup à dire et je suis
d'accord avec toi dans ce que tu viens de dire, et c'est vrai que maintenant, wait and see, on va voir ce qui va se passer, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose ou non. Maintenant, place aux sportifs, FP, avec donc ce Mathieu Van Der Poel qui arrive avec le maillot de champion du monde sur les épaules, vainqueur du Tour des Flandres une semaine avant Paris-Roubaix. Il arrive donc en tant que grandissime favori de Paris-Roubaix. FP, toi, c'est aussi ce que tu penses, d'autant plus avec notamment le forfait d'un Van Baarle, d'un Van Aert, d'un Laporte. Ouais, effectivement. Alors on va voir. Alors Laporte, je sais pas que c'est officiel. Moi j'ai vu que c'était encore pas sûr, mais il sera pas en condition évidemment s'il le faisait Paris-Roubaix. Peut-être que tu as l'info que c'est officiel toi, hein, mais moi j'ai lu que non. Ouais, on est d'accord, c'est pas encore officiel, je crois. Alors je te dis Laporte forfait parce que je l'ai pas vu sur le Tour des Flandres. Il est annoncé dans une startlist provisoire, notamment sur le site Pro Cycling Stats que j'ai sous les yeux. Il a annoncé, mais il a été malade jusque-là. Voilà. Alors je pense qu'il fera peu de choses évidemment, je suis assez d'accord avec toi, pour le coup ça change pas mon avis sur Van Der Poel, ultra favori. Donc moi ce que je pense pour Van Der Poel, c'est que on a parlé dans le podcast présentation du Tour des Flandres, je te disais ultra favori parce que derrière je voyais pas qui pouvait le contester. Autant là sur le Paris-Roubaix c'est différent. Je pense que l'écart se réduit un tout petit peu, même s'il reste ultra favori. Je pense que des coureurs comme Pedersen, Kung ou d'autres ont peut-être plus d'arguments à faire valoir sur ce Paris-Roubaix. Moi je suis curieux de savoir des Jorgensen évidemment comment ils vont se comporter. Stefan Kung, je disais Pedersen, même des Jonathan Milan, enfin des coureurs qui savent bien rouler. Paris-Roubaix c'est moins difficile, t'as pas ces monts où Mathieu Van Der Poel peut faire la différence. Évidemment, il pourra la faire sur les pavés, il a une puissance, mais je vois pas un Van Der Poel partir à 40 km de l'arrivée. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Alors, je suis d'accord avec toi. Après, quand on voit notamment qu'il a eu sur le podium un équipier la saison dernière avec Jasper Philipsen, c'est vrai que je me dis, l'équipe Alpecin-Deceuninck, elle a quand même aussi pas mal d'atouts pour entourer Van Der Poel, comme elle a pu l'entourer sur le Tour des Flandres. Il y a une donnée, pour moi, qui peut aussi faire la différence, enfin, en tout cas faire la différence, c'est un grand mot, mais qui peut peser, c'est que Van Der Poel, aujourd'hui, et ça a été notamment dit par Van Der Poel lui-même dans l'interview d'après-course, pas dans l'interview d'après-course, mais plutôt il a fait quelques jours avant le Tour des Flandres au micro d'Eurosport. Il avait été interviewé par Rob Hatch de Eurosport International lors notamment de l'annonce de la prolongation de contrat avec Alpecin et surtout la marque Canyon, où il a annoncé une prolongation de 10 ans avec la marque Canyon qui l'équipe au niveau du vélo. Il n'est plus chien fou. Il a compris aujourd'hui qu'il fallait être beaucoup plus posé dans sa manière de courir. Et je trouve que ça, aussi il y a cette bataille avec Pogačar pour rentrer dans l'histoire avec celui qui a peut-être gagné le plus de monuments, par exemple. Il y a une donnée, il y a un chiffre en tout cas que je vais t'énoncer, FP, c'est que Mathieu Van Der Poel pourrait être le 11e homme à réussir le doublé Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Les derniers, on s'en souvient, c'est Tom Boonen et Fabien Cancellara. Et en fait, c'est vrai que pour m'être replongé dans les archives en préparant le podcast, c'est vrai que ils ont réussi 2 fois le doublé la même année Tour des Flandres Paris-Roubaix. Cancellara en 2010-2013, 3 années rapprochées, c'est quand même assez dingue, et Tom Boonen en 2005 et 2012. Et c'est vrai que j'avais retrouvé ce terme, ils avaient banalisé cet exploit-là. Banalisé, t'imagines quand même faire le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix, FP, c'est quand même énorme déjà. Oui, c'est énorme. En fait, c'est ça aussi parce que c'est une course imprévisible, Paris-Roubaix. Je dis pas que c'est plus dur de gagner Paris-Roubaix que le Tour des Flandres, mais comme je te disais, t'as des profils en fait. Et les profils à l'époque, on se souvient, on avait quand même sur le Tour des Flandres les mêmes noms qui revenaient. Regarde, souviens-toi, quand tu regardes le palmarès globalement, je crois 2005-2015, t'as souvent les mêmes coureurs qui revenaient. T'as eu 1 ou 2 surprises évidemment. On peut repenser à cette frustrante victoire. Enfin, je dis frustrante, pas pour mes habits belges, mais pour nous Français, avec Sylvain Chavanel et Nick Nuyens qui le bat au sprint. Donc oui, ils sont fermés. T'as eu peu, oui, c'est ça, voilà. T'as eu peu de surprises, en tout cas à cette époque-là. Je pense à un Steen de Volder, par exemple. Souviens-toi, c'est un coureur qu'on savait qui un jour en remporterait. Il l'a remporté. Double vainqueur. Voilà. Donc exactement. Donc voilà, c'est Paris-Roubaix. C'est vrai que c'est toujours difficile parce que t'as beau gagner le Tour des Flandres, être fort, tu sais que une semaine après, les cas sont quasi rebattus parce que Paris-Roubaix, là, ce qui fait son charme, voilà, par exemple, Van Aert et même là Van Der Poel, imagine, t'arrives sur un moment à charnière, après la Trouée ou je sais pas, ou à Mons-en-Barœul, tu crèves, tu tombes, tu chutes, Van Der Poel c'est fini et puis hop, il va falloir mettre tout sur Philipsen. Alors après, Alpecin, l'avantage c'est qu'ils ont des coureurs monstrueux avec, donc ça c'est hyper cool pour eux. Mais moi je pense que
pour les outsiders, ça va être plus facile de gêner Van Der Poel sur le Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres. Même s'ils ont bien fait entre le 100e kilomètre et le 70e, pardon. Je trouve qu'ils avaient plutôt bien géré. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis curieux de savoir comment ça va se passer. Alors je cite en même temps les autres qui ont réussi le doublé la même année, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, quand même pour l'histoire. Peter Van Petegem en 2003. Il n'y a pas Louison Bobet, il y a Roger de Vlaminck en 1977. T'imagines, hein, entre 77 et 2003, personne n'avait fait le doublé. Rick Van Looy, un énorme champion, 1962. Alfred De Bruyne, peut-être la famille de Kevin, non je pense pas. 1957, Raymond Impanis 1954, Gaston Rebry 1934 et Romain Gissès 1932 et le Suisse Eiry Suter en 1923 qui a donc été et c'est le premier en 1923 le Suisse Eiry Suter à avoir fait le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix la même année. Je rajouterai un chiffre, un seul coureur a fait le doublé Flandre-Roubaix avec le maillot de champion du monde. Ah, c'est qui? À ton avis? C'est parmi ceux que tu as cités, du coup. Je sais pas lesquels. Je sais pas. Vas-y, dis-moi. Il faut aller chercher au XXe siècle. Rick Van Looy. Rick Van Looy, qui avait remporté 1962 champion du monde en 61. Et donc, Eric Van Looy avait réussi ce doublé avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Et peut-être que Van Der Poel va avoir envie d'aller lever les bras 2 années de suite. Et en plus, avec le maillot de champion du monde. Évidemment. Dans sa manière, dans son envie de marquer l'histoire. Ça peut compter aussi. Van Looy, il avait pas de chicane à Rambert, lui, hein. Donc Van Der Poel, il va avoir une chicane, donc ça va compter plus, hein. Moi, je pense que si Van Der Poel gagne, ça compte plus dans l'histoire, hein. On pourra le mettre avec l'étoile, avec chicane. Avec chicane, with chicane. Quel est le premier adversaire pour toi de Mathieu Van Der Poel? Pour moi, il y en a un. Il s'appelle Mats Pedersen. Et je pense qu'il a vu la semaine dernière qu'il n'était pas si mal que ça. Par contre, qu'il a une tactique de course nulle. Je pense qu'il va arriver très revanchard sur ce Paris-Roubaix et je pense que c'est l'adversaire numéro 1. Ça dépend comment il a récupéré aussi de sa chute. Moi, je trouve que Pedersen, s'il a bien récupéré, ça va être l'adversaire numéro 1, évidemment. Surtout qu'il a une belle équipe autour de lui. On peut penser à un Tom Skynes qui fait 10e au Tour des Flandres. On peut penser à Jonathan Milan. On peut penser, il y a quand même des jolis coureurs qui peuvent l'accompagner. Edward Theuns, aussi. Non, mais il y en a beaucoup. Après, évidemment, Alpecin. Le truc, c'est que aussi Van Der Poel, la chance qu'il a, peut-être, alors évidemment, ultra favori, mais son équipe aussi a plusieurs cartes à jouer. Donc c'est aussi plus facile pour lui. Il peut très bien, tu vois, faire un peu le coup qu'il a fait avec Gianni Vermeer chez Pedersen quand ils partent tous les deux sur le Tour des Flandres. C'est-à-dire que même si Van Der Poel n'attaque pas ou attend un peu plus parce que les adversaires ne veulent pas rouler avec lui, il peut mettre Philipsen dans l'échappée, tu vois, par exemple, ou dans les coureurs qui s'en vont, par exemple. Tu sais, s'il y a des outsiders qui quittent un peu ce groupe-là pour gêner Van Der Poel, pas grave, il peut envoyer soit Gianni Vermeer encore, soit par exemple un Philipsen. Et c'est tout aussi dangereux. Donc Alpecin est maître de la course. Après voilà, à voir comment se comportent les autres. Moi, je pense que Lidl Trek va quand même prendre plus les choses en main parce que t'as pas ses monts. Tu sais que Van Der Poel fera peut-être pas les différences qu'il a pu faire que sur le Tour des Flandres. Donc Lidl Trek, Alpecin vont contrôler la course, évidemment. Après, reste aux autres à tenter leur chance de plus loin. Moi, tu vois, je milite pour un Flo Sénéchal dans l'échappée. Je disais, j'exagère un peu peut-être, mais Küng, tu vois, peut-être partir de plus loin ou essayer de débrider cette course. L'année dernière, ça avait commencé à plus de 100 bornes de l'arrivée, les mouvements avec les jumbo de l'époque. Exactement, tout à fait. Alors là, le problème des jumbo, ils peuvent tenter, mais je les sens quand même moins fort, parce que Jorgensen, certes, il a remporté à travers la Flandre, mais déjà au Tour des Flandres, vu comment il a complètement arrêté de rouler après, tu sens que voilà, là, c'est le mois de mars se termine, enfin en tout cas début avril commence et c'est compliqué, quoi. Il est sur la fin de son pic de forme. Voilà, exactement. Je sais pas si c'est la fin, mais en tout cas, ça tire un peu plus la langue. Après, évidemment, l'Armada Jumbo, il y a quand même beaucoup de coureurs, à voir comment ils sont en forme ou pas. On se rappelle que Van Baarle a quand même remporté Roubaix il y a pas si longtemps. Il y a un petit Benoît toujours intéressant à suivre. Voilà, donc ça va être très très intéressant. Je pense que plus tu penses avoir peu de chances de gagner Roubaix, plus il faudra partir de loin sur cette course et tenter de gêner ces Alpecin. Après, je pense à un Pierre Gautra pour chez Decathlon H2R par exemple, Oliver Dyson, tu vois, qui a des très bonnes jambes, à voir comment elles sont. Mais tu peux citer tellement d'outsiders en fait. C'est ça qui est fou, c'est que moi j'en regarde un notamment dans l'équipe Intermarché qui marche très bien ce printemps, c'est Lorenz Rex, le Belge notamment. Je trouve que tu vois, lui s'il tente d'aller dans un coup d'anticipation, c'est clairement quelqu'un qui peut rentrer dans le top 10 à la fin. D'ailleurs, c'est lui qui sera leader pour l'Intermarché pour Paris-Roubaix. Adrien Petit l'avait pas caché dans le journal local, à La Voix du Nord, il y a 2-3 semaines. Il avait dit qu'il allait rouler lui, par exemple, Adrien Petit, qui est fan de cette course aussi, il va rouler pour Lorenz Rex, qui avait fait 4e, je crois, l'an passé à Roubaix. Je crois que c'est 4 ou 5, j'ai un doute maintenant sur le classement, mais en tout cas, très très bien placé. 9e. Donc lui, il a apprécié ses courses. Il faisait partie de l'échappée. Ah ouais, je pensais que c'était plus près. Je te redonne le top 10 de l'année dernière, tu veux te le remettre en tête. Van Der Poel, Philipsen, Van Aert, Pedersen, Küng, Ghana,
Degenkolb, Walscheid, Rex, Laporte. Et les 2 Vermeer ensuite. Ah oui, c'est vrai que Walscheid avait fait une sacrée course aussi. Oui. Max Walscheid, le gars de la Cofidis, et maintenant chez Jayco Alula. Exactement. Mais oui, c'est vrai que. Mais donc voilà, je suis vraiment curieux de savoir comment ça va se passer. Mais par rapport aux étoiles que t'aimes tant, je pense que Philipsen, tu peux vite le mettre dans les 2 étoiles avec un Kung et Pedersen. Quoi. Contrairement, en fait, au Tour des Flandres, on s'était s'était vite dit, ça va passer de 3 à 1 étoile. C'est vrai qu'on peut avoir beaucoup plus de gars en 2 étoiles. Moi, il y en a un que j'aimerais surveiller, c'est Tim Merlier. Ben parce qu'en fait, Paris-Roubaix, comme tu l'as dit, nivelle un peu les écarts de niveau qu'il peut y avoir entre les gars, et avec les jambes qu'il montre, Tim Merlier en ce moment, il a gagné le Grand Prix de l'Escaut au sprint devant Philipsen ce mercredi. J'ai l'impression qu'il arrive en grande forme, que le fait, avec son profil de cyclocrossman, avec les jambes qu'il a, je pense qu'il a tout pour briller sur ce Paris-Roubaix. Oui, Tim Merlier, oui, en tout cas la forme il l'a a priori. Je l'avais mis en 1 étoile à la base, je suis même à la limite de le mettre à 2 étoiles avec les autres. Alors après il a pas quand même performé sur les Flandriennes cette année, et puis Tim Merlier, le problème c'est que l'équipe là ça va pas fort quoi. C'est pour moi la Quick-Step là ils mangent leur pain noir. C'est que des années ils ont mangé un pain blanc, ils avaient toujours cette chance là, ils crevaient jamais, ils étaient toujours dans les bons coups, c'était une stratégie également, mais voilà, ils avaient les bons coureurs, les bons profils. Là, il y a un truc qui s'est cassé et j'espère que ça va peut-être changer. Ça serait bien pour des coureurs, voilà, qu'on apprécie, Kasper Asgreen notamment. Tu le disais, mais ouais, je sens que Lampard qui va faire top 20 au Tour des Flandres, qui peut continuer. Top 20 pour un Lampard, c'est pas suffisant. Tu vois, je dirais faire une époque. Ouais, mais le Tour des Flandres lui correspond moins que Paris-Roubaix. Non, ça c'est clair, bien sûr. Oui, mais globalement, la campagne de Flandrienne, t'attendais mieux de Lampard, par exemple. Même d'autres coureurs. Donc c'est même pas ça. Moi, je pense que là, ils sont c'est la fin d'un cycle. En fait, c'est ça, c'est la fin d'un cycle. Même pour Pat Lefebvre, moi, je pense que c'est aussi la fin d'un cycle. On en a discuté longtemps dans le podcast du début d'année sur Quick-Step et l'avenir. Mais oui, là, clairement, tu sens que la magie, ils l'ont plus et c'est compliqué. Voilà. Après, Paris-Roubaix, tu as raison. C'est la seule course où tu peux être très très mal et puis d'un coup remporter ta course, ton monument à ce moment-là, quoi. Oui, mais bien sûr. On a vu la semaine dernière les UAE être présents avec 3 mecs dans le top 6. Ils sont au départ là, la start list officielle de la UAE, Nils Politt, Tim Wellens, Michael Wink, Antonio Morgano, Molano, Odeg et Bjerg. Bjerg, il a le profil de briller, mais c'est vrai que ces UAE, même sans Pogacar, sur les classiques flandriennes, ils peuvent briller. En fait, on peut même avoir une coalition contre Van Der Poel, beaucoup plus sur Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres. Lidl Trek, UAE, Visma peut-être aussi qui peut s'y greffer, et puis après avoir des coureurs. Je suis en train de regarder la start list de long en large et en travers pour voir un peu les gars qui peuvent briller. T'en as parlé notamment d'Oliver Neisen, de Stefan Kung, d'un Flo Sénéchal, d'un Mozzato qui vient de faire 2e de Tour des Flandres. S'il a bien récupéré, il peut refaire top 10, top 5 sur ce Paris-Roubaix. Il y en a un notamment que je vais regarder, c'est Joshua Tarling de la Ineos, parce que ce petit, il a encore plus le gabarit pour briller sur Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres. Il a fait 17e du Tour des Flandres, 6e d'à travers la Flandre quelques jours avant. Moi, ce gars-là, il est champion d'Europe du chrono en titre, et c'est vraiment un écraseur de pédales. Il vient d'avoir 20 ans, je le suis de très près, et je pense qu'il a clairement le profil pour faire top 5 de Paris-Roubaix. Là. Oui, tu as raison. Alors, je sais pas si ce sera dès cette année, mais dans le profil, dans quelques années, c'est possible. Ineos, c'est un peu le même mal que UAE, c'est que tu sais pas trop qui est le favori, pas le favori, puis le leader, qui roule pour qui, etc. Mais effectivement, c'est que si ça lance de loin, ça fait partie des équipes qui sont capables, avec des équipiers qui savent bien rouler sur les pavés, de prendre les choses en main. Donc c'est un avantage. Moi, je vois moins peut-être un Tim Wellens sur Roubaix, c'est plus délicat pour lui, mais Bjerg, oui, Morgado, je suis curieux de savoir ce qu'il va donner. Tu sens qu'il aime bien ça aussi. Donc ouais, je suis curieux de savoir. C'est vrai que Ineos, c'est pareil. Ineos, souvent, ils sont capables de placer 3-4 coureurs dans les bons coups. Mais au final, voilà, c'est à part faire 6, 7, 8, bon, c'est difficile. Il leur manque toujours ce coureur qui peut peut-être aller plus loin, parce que tu penses, tu as cité Tarling, mais Magnus Sheffield aussi, qui aussi commence lui à arriver peu à peu à maturité. Je trouve que peut-être plus qu'un Tarling, alors peut-être que ce sera juste, on sait jamais, mais ce sera peut-être un peu juste encore cette année, mais Sheffield, peut-être que j'y crois un peu plus quand même. Tu disais Ben Turner aussi également, donc c'est des gars, quand ils roulent, je pense que le relais, il fait mal, voilà, ça va être intéressant à voir, donc non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est des coureurs, ouais, mais c'est toujours pareil, c'est des coureurs, tu sais pas, tout dépend de la forme qu'ils ont, comment ils
mauvaise place, etc. Et en fait, c'est des coureurs, tu peux pas mettre à 2 étoiles. Tu peux les mettre qu'à 1 et encore, je suis gentil. Moi, je les mettrais même pas parce que ça peut être les bonnes surprises que tu connais, mais ils ont pas encore franchi ce cap. Ouais. Donc c'est des noms que tu connais. Voilà, c'est un peu ça. Je sais pas si on a une autre catégorie en dessous de 1 étoile, mais ce serait 0,5 étoiles. C'est cool. Non, 0,5. Je sais pas, ouais, Géo. Bon, je t'en citerai quand même dans les 1 étoile pour terminer. Bon, quand même, citer Asgreen. Le duo de la Bahreïn avec Mohoric et Wright, Bettiol, Lascano, Hugo Poche quand même, je le mets parce qu'il est français, avec Anthony Turgis et puis Soren Warenskjold notamment de la Uno X. Donc voilà, ces gars qui seront à suivre. Alors, tiens, la petite anecdote assez drôle pour faire rire un peu les Uno X quand ils sont passés autour des flancs. Je suis passé devant, ils sont passés devant nous au Paterberg. On s'est fait la réflexion avec Quentin avec qui j'étais. Franchement, il y en a, ils sont vraiment, c'est des beaux bébés. Hein. Enfin, c'est-à-dire que tu te dis pas qu'ils passent les monts pavés. Hein. Franchement, il y a des. Alors, j'ai pas tous les noms parce que je vais pas les balancer, sinon j'aurai des problèmes avec nos amis norvégiens. Voilà. Mais il y a des gars, waouh, puis avec les cuissards et tout, c'est fou. Il y a des bides qui ressortent. Hein. C'est impressionnant, hein, vraiment. Voilà, c'est juste pour surtout, rire, comme ça, mais surtout vu comment est taillé Torreshoff d'aujourd'hui, on n'a pas envie de se le mettre à dos. Ah non, mais il y en a certains vraiment, et pourtant on a croisé des supporters norvégiens en allant au Quarmont pour le coup, mais c'est vrai qu'ils passaient devant nous les Uno X à chaque fois, même les Flamands ils nous regardaient en disant, tu sais, genre en montrant, ouais, ils sont gros quoi, ils sont gras, tu vois, tu disais, ouais. Ah bah ça mange du saumon là-bas, ouais, attends, je confirme. Et pourtant ils font des bons résultats, mais oui, alors je citerai pas les noms auxquels je pense, que j'ai vu, mais voilà, en tout cas il y en a certains, ils sont puissants, on dira. Puissants, voilà. Pronostic Paris-Roubaix 2024, François-Pierre Noël. Moi je crois que c'est une année pour Pedersen. Pedersen 1 devant. Il faut que je donne 3. Pardon, je mettrais Pedersen, Philipsen et Van der Poel. Je vais te mettre, je vais partager Pedersen devant Van der Poel qui le règle sur le Vélodrome. Et numéro 3. T'as qu'à mettre Tarling. T'en parles depuis tout à l'heure. je t'ai survendu en plus, je suis à Tarling. Podium pour Stefan Kung. Ah, ce serait bien, ce serait cool. Podium pour Stefan Kung. Ouais. J'hésite, mais non. Bon, allez, podium pour Stefan Kung. Voilà pour le top 3 de ce Paris-Roubaix. Bon, voilà, on vient d'en parler. Une course très ouverte. On s'attend à une course très ouverte. Donc, un mot rapide sur le Tour du Pays Basque. FP qui, nous anime cette semaine. Donc, bon, Evenepoel a chuté lors du chrono inaugural. Sans mal. Roglic s'est trompé de route lors du chrono inaugural. Roglic a chuté ensuite ce mercredi lors de la 3e étape dans le final, lourdement dans un virage sur la gauche. Il a quand même réussi à aller au bout. Je crois qu'il a même fait top 10 de l'étape au sprint ce mercredi. On a eu qui au sol? On a eu Juan Ayuso aussi qui est tombé. Il y a Carlos Rodriguez aussi. Alors à voir s'ils sont repartis au moment où on enregistre, je sais pas trop pour tout te dire. Je sais pas. Non, mais après j'en ai déjà parlé sur ce podcast, c'est que au-delà de ça, je pense que c'est parce que les routes basques, c'est différent des routes classiques, ça j'entends très bien, effectivement, et c'est rare, mais dans ce cas, tu réduis le peloton, parce qu'il y a, tous les ans, il y a ces chutes, et moi, franchement, je suis coureur, très honnêtement, je suis directeur sportif d'une équipe aujourd'hui, je pense que j'en vois plus mes leaders au Pays Basque. Je vois pas pourquoi, par rapport à tous les enjeux qu'il y a aujourd'hui, avec les grands tours, etc., je ne vois pas pourquoi j'enverrais mon coureur leader sur qui je compte sur toute l'année après pour plein d'objectifs, l'envoyer se foutre en l'air, entre guillemets tomber là-bas et se foutre en l'air la saison là-bas. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Alors oui, évidemment, quand il pleut, c'est compliqué, les conditions climatiques aident pas, ça j'entends très bien. Mais malgré tout, moi je trouve qu'il y a des moments dans le parcours, c'est quand même hallucinant. Enfin, moi, je reste persuadé que c'est on est vraiment à la limite du dangereux quand même. On a Ben Telet et David Gaudu qui ne sont pas repartis hier. David Gaudu qui avait chuté, tout comme Romain Grégoire dans le final de l'étape qui est arrivé à Cambo-les-Bains mardi. Bon, route mouillée, c'est route française, on va pas critiquer route française. Tu peux aussi, on peut. Non, mais bien sûr. Après, faut voir où les organisateurs mettent leurs arrivées aussi. L'arrivée de mercredi avec le virage sur la droite de 300 mètres avant, très serré, avec un final avec une légère courbe sur la ligne d'arrivée. Bon, bref, voilà. Mais David Gaudu qui n'est pas reparti, qui revenait d'une blessure sur chute et qui s'est. Ah, puis là, je pense que vu apparemment l'entaille à la main, tu le reverras pas pour les Ardennaises. Donc lui aussi, c'est son début de saison. Encore une fois, il a bien la poisse cette année. Au final, tu en retiens quoi de ce début du Tour du Pays Basque, mis à part les chutes? Oui, alors à part ça, pas grand-chose, très honnêtement. Enfin, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas eu de grosses batailles avec les favoris. Je retiendrai juste Paul Lapperre
Lapera qui passe sur un très bon début de saison. On en parlait dans Vélo Podcast il y a 2 ans maintenant par rapport à ce qu'il a fait sur le Tour de Lombardie Junior. Donc c'était super intéressant. Et là, voilà, effectivement, il a remporté sa course. Donc, c'est vrai. Moi, je suis assez bluffé par Paul Lapera, la progression qu'il a. Et on voit que chez Decathlon H2R, on est sur une pente ascendante. Et ça fait plaisir pour une équipe française parce qu'on voit des coureurs qui se révèlent un peu. Valentin Retailleau qui a aussi fait une belle place ce jour-là. Je crois qu'il fait 7e. Bruno Armirail qui bien placé au général. Qui travaille très bien aussi pour eux. C'est hyper intéressant. On se rappelle que Paul Lapera, il y a 2 semaines, il avait fait un doublé en 2 jours. Il avait remporté la classique Loire-Atlantique et le Cholet Aglo Tour. Vraiment, c'est un super début de saison et notamment de toute l'équipe Decathlon AG2R qui vraiment performe. Puis au-delà de ça, on a une sacrée génération de punchers, tu sais, de coureurs un peu comme ça, chasseurs d'étapes. Moi, je trouve que les Lapera, Axel Laurence, qui on peut citer d'autres, j'en oublie beaucoup, énormément. Romain Grégoire, évidemment. Qui est-ce que je peux citer Mais moi, il y a petit Ewan Kostio qui a gagné Paul Magnier, mais il y a Ewan Kostio qui est dans un profil un peu plus grimpeur puncher que sprinter puncher. Mais un Louis Barré, des coureurs comme ça, ça commence à monter doucement et tu vois, on était un peu inquiet parfois de voir ces gens comme Alaphilippe, Pinot partir, Gaudu qui arrivait pas trop peut-être à prendre la relève, on va dire, Emmanuel aussi, c'est plus compliqué. Antoine Ubi, il y a quelques petits noms là qui arrivent et qui commencent à amener ce vent de fraîcheur côté français et voilà, impatient de les suivre parce que voilà, ils commencent à se révéler, ils sont pleins de cran et de culot et c'est cool à voir. Et des gamins issus de la formation française avec les clubs amateurs, les clubs de DN notamment, qui sont mis à mal ces derniers temps. C'est bien de le souligner aussi parce que... Et Kevin Vauclin peut-être pour une bonne place aussi, surtout du Pays Basque, il est bien placé pour l'instant. Voilà, on sent que tu as voulu placer avec Kevin Vauclin, 6e au général, mais c'est vrai qu'il a fait top 10 à Tirreno, c'est 2e à Bessèges en début de saison. Ça fait partie de ces jeunes coureurs en course par étapes qui sont en train de s'affirmer totalement et qui sera présent en plus Kevin Vauquelin sur les Ardennaises. Et que vous avez pu entendre, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, à l'époque où il roulait au Vélo Club de Rouen. Exactement. À l'époque. Et oui, dans Vélo Podcast, il y a 4-5 ans, je pense maintenant, ou même peut-être 4 ans maintenant. Donc oubliez pas que parfois on vous fait découvrir des coureurs qui arrivent à se révéler après. Et, beau, et on va sûrement essayer de repartir sur ça. On va essayer d'avoir des invités bientôt dans Vélo Podcast. Mais c'est vrai que le lancement, avec tout ce qu'il y a tout ce dont on doit parler avec les présentations, les débriefs, ça s'enchaîne. Une fois que les Ardennaises seront passées, on aura un peu plus de temps. FP, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour la presse de ce Paris-Roubaix 2024. On va tout de suite parler des femmes avec la présentation de ce Paris-Roubaix femmes qui se déroulera samedi. Et oui, FP, double ration de Paris-Roubaix ce week-end pour toi. Et on est toujours ravis. Et maintenant sur 2 jours, il va falloir tenir le week-end. Allez, ciao à tous. Mathieu Van Der Poel s'impose, les amis, aujourd'hui. C'est encore le petit phénomène qui fait la nique à tous les grands champions. Mathieu Van Der Poel qui prend son temps. Mathieu Van Der Poel qui savoure. Mathieu Van Der Poel qui remporte Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Pour lui aujourd'hui, c'était une journée au paradis. Wout van Aert qui va être sur la photo, mais avec un tour de retard. Marion Boras. Mais oui, Marion. Alison Jackson. Elle est forte, Alison Jackson. Ah, ça va coincer pour Marion. Et c'est Alison Jackson qui va le faire, le retour de Jenny Duval. Non, la victoire pour Alison Jackson. Incroyable victoire de la Canadienne. L'échappée a eu raison. Paris-Roubaix, la présentation, on continue avec les femmes et forcément pour parler du cyclisme chez les femmes, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin est avec moi. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à toutes et tous. Bon, le Tour des Flandres est passé il y a quelques jours, on est déjà sur Paris-Roubaix. La même question qu'AFP en début de podcast. Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, Julien? Alors sachant que tu as une vision un peu biaisée de la question. Ah bah écoute, je ne peux dire que Paris-Roubaix. Je suis né à 200 mètres du Vélodrome de Roubaix, donc je peux pas dire autrement que Paris-Roubaix. Pourquoi je pose cette question aussi dans ce podcast-là? Parce que c'est vrai que depuis le Tour des Flandres qui s'est passé dimanche, avec notamment les jets de bière contre Mathieu Van Der Poel, l'ambiance hyper festive et le ressenti qu'ont les gens quand ils vont au Tour des Flandres, FP en avait parlé en début de podcast, mais notamment dans le débrief du Tour des Flandres il y a quelques jours. Il trouve qu'il y a quelque chose de plus authentique à Paris-Roubaix et que le Tour des Flandres est devenu une fête géante avec les espèces VIP, notamment au Vieux-Corps-Romand. C'est quelque chose qui n'arrive pas encore sur Paris-Roubaix et c'est tant mieux. Bon, après on trouve quand même quelques chapiteaux, mais organisés par des privés, plus pour les familles ou quelques associations locales qui organisent un passage de Paris-Roubaix, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus
beaucoup plus sage, beaucoup plus sain là, sur le bord des routes de Paris-Roubaix. Et c'est vrai qu'on retrouve en fait au Tour des Flandres notamment l'ambiance qu'on a dans les cyclocross l'hiver, où là par contre pour aller avec la hype qu'il y a eu autour de Van Der Poel et Van Aert, ils ont mis en place plein de festivités. Alors ça arrive depuis de nombreuses années, même avant que ces deux gars soient arrivés, mais il y avait dans ces cyclocross en Belgique et aux Pays-Bas déjà cette ambiance festive et tout ça, ils savent le mettre en place et ils savent aussi bien le montrer et bien le bonifier aux yeux du grand public. Ils y arrivent, par contre ils arrivent à canaliser dans ces espaces, justement dans ces chapiteaux VIP. Par contre, les plus gros débordements sont l'œuvre d'indépendants, ce qui devient un petit peu triste sur le bord des routes ou sur les circuits de cyclocross, où les gens viennent plus faire la fête que regarder la course. Voilà, et pas forcément donc des grands suiveurs de vélo, mais bon voilà, c'est vrai aussi que le public a changé, comme partout, et comme au bord de Paris-Roubaix, où on a vu aussi à Paris-Roubaix des spectateurs accrocher des cyclistes, hein. On se rappelle qu'il y a eu des chutes, alors si je me souviens bien, c'était dans le secteur du Carrefour de l'Arbre qu'il y a eu une chute il y a quelques années avec Torushoft. Oui, là tu remontes dans la grande période Ushoft, Cancellara, où effectivement un spectateur touche le guidon de Torushoft, ce qui lui fait perdre Paris-Roubaix, et il y a quelques années aussi Yves Lampart qui touche un spectateur. Justement, ça me venait en tête pendant que tu en parlais, c'est Yves Lampart qui avait heurté un spectateur avant de faire un énorme soleil. Avant de faire un énorme soleil dans le dernier vrai secteur pavé de Paris-Roubaix, sachant que le secteur à l'entrée du Vélodrome est plus anecdotique. Bon allez, Julien, on va parler de cette course femme, parce que un peu comme chez les hommes, on a l'impression que Paris-Roubaix cette année va être plus ouvert que le Tour des Flandres. Et contrairement en fait à la course homme, il n'y aura pas de doublé possible puisque la gagnante, et c'est l'information, en fait on enregistre ce podcast pour tout dire le jeudi matin, voilà, on enregistre jeudi matin, on vient d'apprendre il y a quelques minutes, lors de la sortie de la start list de ce Paris-Roubaix, que Elisa Longo Borghini, la championne d'Italie, membre de la Lidl Trek, gagnante du Tour des Flandres il y a quelques jours, ne participera pas donc à Paris-Roubaix. Julien, c'est une énorme surprise. C'est une énorme surprise, parce qu'elle a vu l'état de forme qu'elle avait la semaine dernière, et même depuis le début de saison, elle pouvait y briller. Là, elle préfère se consacrer sur les classiques suivantes, sur l'Amstel et sur le duo Ardennais, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Ce Paris-Roubaix, il intervient une semaine après un Tour des Flandres qui a été usant, hyper usant. Est-ce que tu peux nous décrire, parce que tu étais au Grand Prix de l'Escaut cette semaine, ce mercredi, est-ce que tu peux nous décrire, pour avoir discuté, toi tu me l'as dit en fait en off un peu avant le podcast, j'ai parlé avec quelques coureuses qui m'ont dit en fait on est un peu cramé encore du Tour des Flandres. Tu peux parler un peu de ce ressenti qu'elles avaient encore? Elles étaient, il y en a qui avaient encore pas mal de toxines, parce qu'elles me disaient, avec un final sous la pluie, sous le froid, c'était assez compliqué de remettre en route. Elles ont pas roulé, il y en a qui n'ont pas roulé lundi, voire et qui ont juste fait une petite sortie de récup mardi, avant de disputer le Grand Prix de l'Escaut, et la patte tournait pas encore totalement rond, ce qui peut expliquer par exemple, on peut le dire, le top 10 d'Elisa Balsamo hier, sur une classique qui normalement pouvait lui convenir totalement sur un parcours tout plat. Ouais, on rappelle avec ce Grand Prix de l'Escaut qui a été remporté au sprint, comme chez les hommes, et au sprint chez les femmes, par Lorena Wiebes, qui a montré une puissance assez phénoménale quand même. Elle a fait du Lorena Wiebes, elle a déployé elle a envoyé sa puissance. Un sprint aussi comme Tim Merlier, parce qu'elle a envoyé de très loin, à 200 mètres. Elle sort à 200 mètres, le sprint est super bien emmené par la DSM Firmenich pour Charlotte Cole. Et Charlotte Cole lance, et derrière Wiebes jaillit. Et la ligne Cole, avec un sprint super serré, très très serré pour la 3e place entre Martina Fidanza et Sophie Van Rooyen. Et du coup, qui termine 3e? Martina Fidanza pour l'épaisseur d'un boyau. Ouais. Et qui avait Fidanza brillé quelques jours avant la ronde de Moucron, non? Qui avait déjà pris la 3e place sur la ronde de Moucron. Ouais. Voilà, donc on a les filles en forme. Avant ce Paris-Roubaix, Julien,
je le disais, pas de doublé possible. Longo Borghini qui a déjà remporté, elle, Paris-Roubaix. Donc peut-être qu'elle s'est dit, j'ai déjà remporté Paris-Roubaix, je viens de remporter le Tour des Flandres. Bon, j'ai encore pas mal j'ai laissé pas mal de force dans ce Tour des Flandres. Je vais basculer donc vers les Ardennaises, où là, Elisa Longo Borghini fera aussi partie donc des favorites. Je rappelle quand même le palmarès de Paris-Roubaix. Donc en 2020, il n'y avait pas eu de course. La première édition a donc été en 2021 avec la victoire de Lizzie Deignan qui a abandonné sur chute au Tour des Flandres. C'est ça, elle a abandonné sur la chute au Tour des Flandres. Elle a abandonné sur la chute, ouais, avec la grosse chute avec Marlène Reusser, et elle a une fracture de la main. Bon, donc elle ne sera pas au départ de ce Paris-Roubaix 2024. Lizzie Deignan qui s'était imposée devant Marianne Vos et Elisa Longo Borghini. C'est important de donner les podiums parce que vous allez voir qu'on va y retrouver notamment des favorites de cette édition 2024. En 2022, Elisa Longo Borghini donc, qui l'emporte devant Lotte Kopecky et Lucinda Brandt. Et en 2023, eh bien, ce podium surprise, Julien, avec, on le rappelle, la victoire de la Canadienne Alison Jackson qui était membre de l'échappée, tout comme Katia Ragusa l'italienne et Marthe Truyen la belge, qui avait donc constitué ce podium de ce Paris-Roubaix 2023 qui avait été marqué par une chute. Alors il me semble que c'était à une cinquantaine de bornes de l'arrivée, dans le peloton à la poursuite donc de l'échappée, quand la poursuite s'est mise en forme, et on rappelle ce scénario de course parce que ça va aussi un peu influencer ce qui va se passer cette année en 2024 à mon avis. Et bien c'était tombé à l'avant du peloton des favorites, ça avait complètement désorganisé la poursuite, et donc ça avait permis à Alison Jackson et aux membres de l'échappée de garder, je vois le résultat devant moi, 12 secondes d'avance sur les favorites, avec le peloton qui avait été réglé par Lotte Kopecky à l'époque. La grosse surprise, c'est Alison Jackson. La grosse surprise, tu penses que les favorites vont essayer de ne pas lâcher autant de temps aux échappés? Dans les classiques, on dit que ce qui gagne, c'est ceux qui arrivent à anticiper. L'année dernière, il y avait cette nouveauté au départ. Au lieu d'avoir 3 circuits en ville, dans Denain, l'année dernière, ils faisaient une boucle de 24 km au sud de Denain, là où était partie la grosse échappée. Là, je pense que cette année, ça va être beaucoup plus rapide, cette boucle-là, pour éviter justement que les échappées prennent du champ. Il me semble qu'avant l'entrée du premier secteur pavé, de tête, je sais pas si j'avais pas 7 ou 8 minutes d'avance. Donc je pense que cet écart cette année sera peut-être réduit. Par contre, Alison Jackson pourrait pourquoi pas faire le doublé, parce que sur les Flandriennes, elle est pas super loin à chaque fois, elle est très active, elle est pourquoi pas elle pour faire un doublé justement. Ouais, elle a été actrice de ces courses-là. Alors, elle a pas les mêmes résultats que l'année dernière, mais c'est vrai que elle avait été cette vainqueur surprise avec la Fiesta sur le Vélodrome de Roubaix après l'arrivée. Aujourd'hui, quand on regarde un peu le plateau de ce Paris-Roubaix 2024, on s'attend à quoi ? Est-ce qu'on s'attend à une surprise par rapport la même que l'année dernière? Est-ce qu'on s'attend par exemple aussi, je vais te lancer sur ça, est-ce qu'on s'attend à la revanche aussi de Lotte Kopecky qui était dans le rouge au Tour des Flandres, qui fait 5e mais qui a été lâché loin de l'arrivée avant de revenir à l'usure, avant de revenir plus tard sur les favorites dans la course, mais a été lâché très tôt. On s'attend, pour toi, tu t'attends à la revanche de Lotte Kopecky? Alors, Lotte Kopecky a annoncé en début de saison que ses 2 objectifs de début de saison, justement, c'était Flandre-Roubaix. Flandre, elle est passée à côté. Je pense qu'elle va vraiment vouloir accrocher Paris-Roubaix, parce que elle est jamais non plus très loin de la victoire. Deuxième de la 2e édition, 4e, un peu plus de 4e l'année dernière, dans le 2e groupe, pas très loin de la gagne. Elle veut l'accrocher de toute façon à son palmarès. Donc c'était une blessure peut-être l'année dernière, ce qui s'est passé, parce que retardée par la chute, elle venait de remporter le Tour des Flandres et elle marchait sur l'eau, elle était vraiment la plus forte, et elle règle le sprint des favorites derrière. Ça a été difficile à encaisser pour elle. Psychologiquement, ça a dû être très dur pour elle, surtout elle marchait sur l'eau, elle avait remporté Nocureux, elle avait gagné. Elle avait d'abord déjà été blessée sur l'Estrade Bianche en se faisant bateau sprint par Vollering. Elle gagne Nocureux derrière, elle gagne le Tour des Flandres. Elle se voyait gagner Paris-Roubaix. Après,
C'est vrai que sans cette chute, peut-être que l'échappée matinale est reprise. C'est ce qui leur a, c'est la chute, hein, comme tu le rappelais, ça permet à l'échappée de reprendre du champ et d'aller s'imposer sur le Vélodrome. On rappelle en plus que cette année, les conditions météo devraient être favorables aux échappées en plus. D'après les derniers bulletins météo, on serait sur un vent sud-sud-est. Donc une course qui se jouera quasiment vent de dos tout le temps. Donc compliqué de créer une échappée ou dans la boucle de départ où ils partiront vent de face. Mais je pense que cette boucle de départ sera verrouillée par les grosses équipes dès le début. On rappelle que l'année dernière, Alison Jackson avait remporté la course, une course qui s'était déroulée à 39 de moyenne. On pourrait peut-être approcher les 40 de moyenne vent dans le dos quand même, je pense, cette année. On ne devrait pas être loin des 40, ouais. Parce que c'est vent sud-sud-est, priori 35 km/h, avec quelques rafales à 45-50, donc ça devrait pousser. Et on rappelle aussi qu'il y avait eu 2 Françaises derrière le podium, Eugénie Duval, Marion Boras, qui avait terminé 4 et 5. Ça, on verra un peu plus tard pour les Françaises. Mis à part Lotto Kopecky, si je te cite un nom comme Lorena Wiebes en possible vainqueur, tu en penses quoi ? Ça peut se faire en quart de rechange. Surtout que si ça arrive groupé sur un vélodrome, Wiebes sait faire, elle était championne nationale de course au point il y a 2 ans sur piste. Donc elle sait aussi manœuvrer sur un vélodrome. Après, Paris-Roubaix, c'est Paris-Roubaix. Hein, on peut pas. C'est peut-être la seule course du calendrier où tu peux pas faire de tableau noir. Pourquoi les aléas techniques, chute, casse, crevaison. C'est peut-être la course la plus imprévisible de tout le calendrier. Et donc pour ce Paris-Roubaix femmes, toi tu penses quelle est la première, alors déjà quelle est la grande favorite pour toi ? Est-ce que c'est Lotto Kopecky ? Quelle est la première outsider derrière peut-être Lotto Kopecky ? Est-ce que tu vois Lorena Wiebes, comme on vient d'en parler, ou quelqu'un d'autre ? Moi, je vois quelqu'un d'autre qui était pas trop mal sur le Tour des Flandres, qui est pas trop mal depuis le début de saison, après une victoire à Waregem et sur le Newsblad. Une des rares courses qu'elle n'a jamais remportée, Marianne Vos. Elle semblait bien en forme, hein. Elle termine 4e, il me semble, du round dimanche dernier. Et elle semble avoir la bonne patte quand même sur ses Flandriennes. Elle a plutôt la bonne patte. Elle fait une belle classique de Flandrienne, elle gagne la première de la saison, elle fait aussi une belle place derrière sur les Strade Bianche. Elle gagne le Grand Prix de Waregem, donc c'est qu'elle est bien en ce moment, c'est que son pic de forme semble bien là. C'est que ce serait quand même un rêve pour elle de gagner Paris-Roubaix, comme je disais précédemment. Elle n'a jamais gagné cette course. Remporté. Et Dieu sait 36 ans, elle l'a jamais remporté. Elle pourrait pratiquement, comme on dit, finir le jeu. C'est un peu ça. Ce serait le pire elle gagne, ce serait la petite cerise au-dessus du tas de chantilly du Banana Split. Après la course. Après la course, Julien. Pas avant. Mais son plus mauvais résultat cette saison, c'est la 9e place au Strade Bianche. Hein. Elle fait 4e du Tour des Flandres. Elle gagne à travers la Flandre et le Newsblad. 9e des Strade, 6e du Tour de la Communauté de Valence. Donc ça veut dire qu'elle a retrouvé une bonne patte aussi pour grimper un peu. Donc ouais, c'est... Ses soucis de santé de fin de saison dernière semblent vraiment loin derrière elle. Elle s'est fait opérer de la maladie du cycliste, l'artère iliaque complètement bouchée, ouais, qui l'empêchait de s'exprimer à 100%. Et donc pour ce Paris-Roubaix 2024, Marianne Vos, toi tu la cites parmi la grande outsider, si ce n'est la favorite déjà. On fait le tour un petit peu aussi des potentiels femmes capables de l'emporter. On en a parlé d'Alison Jackson, la tenante du titre avec les IF Education Cannondale. Je descends la start list en même temps, hein, Julien, j'en profite. Katia Ragusa, est-ce qu'elle va être capable de la Human Power Health, l'équipe de Audrey Cordon-Rago, est-ce qu'elle va être capable de renouveler son exploit de l'année dernière ? Ça, c'est la grande question. Audrey Cordon-Rago, on en parlera peut-être. Bon, on va en parler maintenant des Françaises. Audrey Cordon-Rago, elle est capable de faire quelque chose sur ce Paris-Roubaix ? C'est son objectif annoncé. Elle l'annonce depuis le début de saison qu'elle veut gagner Paris-Roubaix pour sa dernière année, vu que c'est aussi une dernière année pour une l'ex-championne de France. Gagner, je sais pas. Après, ça peut être la super surprise, un peu à la Guédon. Mais bien figuré, ça c'est une certitude, hein. Surtout que elle est sur un coup, une anticipation. Sur un contre, sur des choses qu'on ne voit qu'à Paris-Roubaix, tu sais, le petit facteur, le jour où tu as le facteur X pour toi. Elle fait 8e du premier Paris-Roubaix en 2021, on rappelle. 8e en ayant travaillé
à Pour contrôler les l'échappée. Italiennes, pour Lisa Borghini, elle avait travaillé pour ses leaders à la Trek Segafredo de l'époque. C'est l'époque où elle était équipière. Maintenant, les coureurs protégés chez Yeoman Powerdales. Donc oui, c'est une course qu'elle peut avoir dans les jambes. Et Saint-Michel Mavic, Aubert 93, avec une équipe 100% française, Marion Boras qui avait brillé l'année dernière. Il y aura aussi spécialiste de la piste, Margot Pompanon, Roxane Fournier aussi, Alessia Le Mouel, Alison Avoine et Éline Roussel. On en profite pour citer le nom des Alison Avoine qui est sur ses terres, de ces filles-là, chez elle exactement. à domicile. Elle peut briller cette équipe, pareil, sur un mouvement. Sur un mouvement, sur une anticipation. Après, Roxane est tombée hier, sans trop de dégâts, mais bon, c'est une chute, c'est jamais anodin. Margot Pompanon qui peut marcher sur ce genre de course, c'est petit gabarit mais très puissant. Après, Éline Roussel, c'est la jeunesse, hein, elle sort des juniors, et pourquoi pas rééditer une Marion Boras, hein, c'est aussi un effort de rouleuse, comme elle sait faire sur piste, hein, donc ça peut aller. On va continuer de parler des Françaises. FDJ Suez, Grace Brown, Amber Crack, Marie Lenette, Gladys Verhulst-Wild, Alessia Vigilia et Jade Viel. Bon, qui pour briller la FDJ Suez? Grace Brown, c'est aussi ce genre de course, c'est une course assez surpuissante qui aime bien les efforts linéaires. C'est pour moi la favorite de l'équipe, ce sera la coureur protégée. Après toujours Amber Crack qui est toujours en embuscade au cas où. Amber Crack qui a Top gagné. 5, top 10? Top 5. Et faut rappeler qu'Amber Crack a quand même été la première cette saison à déjouer les plans de la SD Works sur le UAE Tour. Donc ça laisse forcément des idées à l'équipe. Ok, donc top 5, on va suivre pour la FDJ Suez, tu l'annonces. Bon, allez, on tourne autour du pot, maintenant il faut qu'on rentre dans l'art. La championne de France, Victoire Berthaud, qui va emmener la Cofidis. Il y aura aussi notamment Sarah Roy, Valentine Fortin. Bon, Victoire Berthaud, c'est sa course, elle est à domicile. Autre coureur à domicile, j'allais dire. Elle aime les pavés. Voilà. Il suffit qu'elle se débloque la tête, de dire ok, il y a les jeux, mais il y a Paris-Roubaix. Je pense que dans sa tête, ça doit pas mal se bousculer sur ces idées-là de je débranche le cerveau à Roubaix, mais il y a les jeux qui arrivent derrière. Je rappelle que tu en as parlé dans le débrief du Tour des Flandres il y a quelques jours. Pour toi, elle n'était pas à 100% sur les pavés du Tour des Flandres pour pas mettre en danger sa participation aux Jeux Olympiques qu'elle va faire sur la piste. Elle a eu peur sous la pluie, ouais. Peur sur les pavés mouillés. Bon, après, c'est son genre de course. Elle annonce aussi qu'elle aime beaucoup cette course. C'est un objectif de carrière de gagner Roubaix. Faut voir les conditions. Faudra voir si c'est sec, il y a pas de souci. Après, s'il pleut, je pense qu'elle pourra freiner peut-être un peu plus tôt que les autres. Et donc devoir refaire des efforts de relance et griller un peu de cartouche. Faudra voir. Normalement, il devrait faire bon. Les conditions devraient être potables. Il faut que le pavé est séché. Il faut que le pavé est séché. Là, vu le vent, ça devrait pas empêcher de sécher. Par contre, voir s'il va pas repleuvoir, il devrait repleuvoir dans la nuit de jeudi à vendredi. Bon, à suivre. Donc sur ce pavé de Roubaix, je rappelle quand même que Victoire Berthaud, sur cette campagne de Flandrienne, c'est top 15 à chaque fois. Top 15, alors 16e au Het Nieuwsblad juste derrière, elle est à une place près. 9e au Samin des dames. Elle fait top 15 à Gand-Wevelgem. Elle fait top 15 à travers la Flandre. Top 15 autour des Flandres avec 14e, 11e et 14e sur ces trois courses. Donc c'est une fille qu'il faudra suivre de près, je pense, au minimum dans le top 10 pour moi, dans ce Paris-Roubaix, et je la vois bien, je la vois peut-être bien même dans le top 5, être la grosse surprise de ce Paris-Roubaix, et peut-être lancer une hype auprès du grand public avant les Jeux Olympiques. Pour moi, c'est largement possible pour Victoire Berthaud. Je pense vraiment qu'elle peut être la grosse cote de ce Paris-Roubaix. Et en plus, petit avantage par rapport à par exemple, à des Lorena Wiebes, elle a pas couru depuis dimanche. Elle a juste fait une reco de Paris-Roubaix, mais elle n'a pas couru depuis dimanche, donc elle a refait du jus, un peu de fraîcheur. Ça peut jouer aussi sur la récupération de la semaine dernière. Hein. Oui, voilà. Alors après, il y en a qui sont adeptes de refaire des efforts dans la semaine pour bien se préparer. D'autres qui préfèrent aller plutôt rouler tranquille et refaire du jus et un peu aussi se remettre un peu d'aplomb dans la tête. Il y a deux écoles. Donc bon, pour elle, après, elle a opté donc pour ne pas faire notamment le Grand Prix de l'Escaut. On va voir ce que ça va donner. Bon, voilà, on a donné un petit peu les principales favorites, non, de ce Paris-Roubaix. On en a parlé, peut-être aller du côté de la DSM, les FFR Géorgie quand même. FFR Géorgie est une qui renaît bien depuis le début de saison, qui elle aussi semble complètement débarrassée de ses problèmes de genoux, qui semble
À la limite, se dire, ok, il y a les Flandriennes et il y a Paris, mais je veux montrer que je suis encore vivante sur les Flandriennes. C'est Laetitia Paternoster, qui depuis le début des Flandriennes m'impressionne. Ouais, qui a fait des belles places. Hein. Qui fait 3-2 à travers la Flandre en s'offrant Lotto Kopecky, qui est placée sur Gand-Wevelgem, qui est toujours présente à l'attaque aussi sur ces courses-là. Elle était dans l'échappée qui sort en haut du Koppenberg. Donc c'est que quand t'es en haut du Koppenberg avec les 8 qui sortent sans avoir posé le pied par terre, c'est qu'il y a quand même un petit peu de fraîcheur et un peu de jambes. Ouais, la leader de la Live Alula Jaiko pour ce Paris-Roubaix. Je regarde aussi un petit peu en même temps, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la Lidl Trek, il n'y aura pas donc Elisa Borghini, mais il y aura quand même Elisa Balsamo, Hélène Van Dijk, deux grosses rouleuses, Lucinda Brandt aussi, et une des sœurs Backstedt, il y en aura l'autre avec la Canyon SRAM, Jane Noé Backstedt. Plus un troisième dans la voiture Canyon SRAM. Elisabeth, oui, Magnus Backstedt qui avait remporté Paris-Roubaix en 2004 pour à l'époque ça remonte elles peuvent briller les sœurs Backstedt sur ce Paris-Roubaix. Alors je pense qu'Elinor de chez Lidl Trek sera plus là en soutien de Balsamo, Brand, Van Dijk. Van Dijk a fait aussi de tête qui a fait podium ou top 5. Qui a fait podium. Hein. Elle fait podium là, sur la première édition. Bon, après, elle revient de maternité et a déjà gagné 3 courses. Donc, c'est que sa maternité est bien digérée. Une des meilleures rouleuses au monde. C'est celle qui réussissait, on peut le dire, hein, celle qui contestait le leadership sur les chronos à Mick Van Vleuten, qui était aussi une excellente coureur dans ce domaine. Pour revenir à la Canyon SRAM, ouais, Zoé Backstedt, avec son gabarit, son 1m80 et ses aptitudes de cyclocross woman, ça peut faire quelque chose. Il faut pas oublier aussi Nélis Chabet, hein, qui a déjà fini ici dans le top 10 de Paris-Roubaix, qui aime bien cette course, ce qui pour une Suisse est révélateur, avec son illustre aîné Cancellara. Mais ouais, la Canyon SRAM a 2 belles cartes, Backstedt et Chabet. À suivre. Donc pour ce Paris-Roubaix, je cite rapidement quand même, on va pas les oublier, les Arkea BNB Hotel Women avec Marie-Morgane Le Dinf notamment au départ. Julien, bon, ton pronostic, allez, top 3 maintenant, on y va. Alors, top 3 maintenant, Marianne Vos, Lucinda Brand et ça c'est le choix du cœur, Victoire Berthaud. Allez, si tu l'avais pas fait, je l'aurais fait. Si tu l'avais pas fait, je l'aurais fait. Donc, dans ce cas-là, je vais te laisser Victoire Berthaud sur le podium. Ouais, Marianne. Mais tu sais quoi, j'ai aussi envie de mettre Marianne Vos. Je sais pas. Je sais pas. Il y a peut-être un truc qui se prépare. Marianne Vos, je te dirais quand même. J'hésite à mettre Lorena Wiebes pour tout te dire. Marianne Vos devant Lotto Kopecky et Marianne Vos devant Lotto Kopecky et Lorena Wiebes, allez en 3, on va essayer. On va voir avec Lorena Wiebes qui se sacrifie pour Lotto Kopecky dans le final, mais Lotto Kopecky qui n'arrive pas à l'emporter. Mais attention, parce que la SD Works n'a jamais gagné Paris-Roubaix non plus. Ben je sais. Donc c'est pour ça, mais Marianne Vos, elle semble voilà. Ni de podium quand tu regardes. Et oui. Donc elles ont beaucoup à gagner, à perdre, mais à gagner aussi sur cette course. Bon, Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour la présentation de ce Paris-Roubaix 2024. On en a parlé pendant une petite heure avec FP aussi. Paris-Roubaix qu'on va suivre bien sûr sur Vélo Podcast, le débrief dans quelques jours en début de semaine. Retrouvez Vélo Podcast sur les bonnes plateformes. On rappelle Deezer, Spotify, Apple Podcast notamment, et aussi sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Vélo Podcast. Mettez 5 étoiles aussi en référencement sur les plateformes de streaming audio pour nous aider. Julien, je te remercie, à très bientôt. À très bientôt, vivement samedi. Pour moi, le samedi, c'est le deuxième Noël de l'année. Hein. On rappelle, samedi Paris-Roubaix femmes, dimanche Paris-Roubaix hommes. Bon week-end de Paris-Roubaix à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao.